titre est un peu provocateur, hein. Alimentation, vive la révolution. Alors, ce n'est pas parce qu'on est 50 ans après mai 68, hein, c'est un point d'interrogation. Hein. Vive la révolution. Et donc, ça va être le thème de ce soir, avec deux personnes évidemment extraordinairement importantes pour ce sujet. Donc, sur ma gauche, Carlo Petrini, qui est donc journaliste, sociologue, critique gastronomique, fondateur de Slow Food, on vient de le rappeler. Et puis, à ma droite, Pierre Rabhi. Alors, je vous présente, comme vous êtes présenté sur vos livres, de les éditions Actes Sud en particulier, mais pas simplement, on vous présente comme paysan, écrivain et penseur français. Donc, je reprends ces trois termes pour vous présenter ce soir. Et vous êtes tous les deux personnes extraordinairement impliquées sur les sujets qui ont été définis dans l'appel de cette soirée. On avait noté un certain nombre de thèmes, la question évidemment du rapport à la nature et à la biodiversité, la question du rapport à la production, mais aussi à la rémunération de ceux qui produisent, la question de la valorisation des saveurs et des traditions locales, la question de la transformation aussi des modes de production et de consommation. Et je suis très heureuse d'être ici avec mon ami Pierre et à parler à vous, pas seulement du mouvement, mais aussi de la politique que nous avons besoin dans ce moment ici sur la question alimentaire. Alors, le mouvement Slow Food, il est né 30 ans avant. Il est né comme une association gastronomique classique et dans le temps, il a changé beaucoup de choses parce qu'il est devenu un mouvement qui est diffusé par tout le monde, par milliers de communautés de la nourriture qui sont paysans, pêcheurs, qui sont artisans. Et maintenant, le réseau il est présent en 160 pays du monde. Et l'esprit initial de travailler avec un concept de gastronomie classique, il est complètement rivoltato, changé complètement. Et c'est la bataille plus forte que le mouvement il fait dans ce moment ici. Pas seulement parce que nous avons une petite université, la première université au monde totalement dédiée à les sciences gastronomiques, totalement dédiée à les sciences gastronomiques. Mais le travail qui est plus important, que nous sommes en train de faire, l'opportunité d'être ici à Sciences Po, me donne l'opportunité d'expliquer ça, c'est que nous avons besoin de réfléchir sur le concept de gastronomie. La plupart du monde, quand tu parles de gastronomie, tu parles de recettes, de situations de restaurateurs. Mon ami Marc, il m'a dit à la fin du débat, je veux demander les plats italiens et les plats français. Oui, c'est ça. Mais écoute-moi, c'est ça, c'est pas la gastronomie. C'est ça, c'est une part de la gastronomie. Les 10%. Et dans ce moment ici, il a un paradoxe incroyable. Tout le monde parle des recettes. Dans tout le monde, tu vas allumer la télévision, à quelle heure? À minuit, à 5 heures, il y a quelqu'un avec la casserole qui parle. C'est ça, c'est pas gastronomie. C'est pas gastronomie. La gastronomie, c'est agriculture. La gastronomie, c'est biologie. C'est physique et chimique parce que quand nous allons à utiliser le feu et à couper la nourriture, nous allons faire un processus physique-chimique. Et la gastronomie, c'est la génétique. La gastronomie, c'est l'histoire, l'anthropologie, l'économie politique. Alors, c'est ça, c'est une grande bataille. Parce que tout le monde, parce qu'il arrive le gastronome, on va manger, dis-moi les adresses ou là, les restaurants. Écoutez-moi, quand il a beaucoup de choses comme ça, il n'est pas gastronomie, c'est pornographie alimentaire. Alors, et une autre chose que, excusez-moi, mais pour représenter, une autre chose que nous devons dire,
directement. Jamais dans l'histoire de l'humanité, il a parlé aussi beaucoup de nourriture et la situation, c'est un désastre. La situation agricole ici en France, en Europe, est un désastre. Nous allons à part de la biodiversité, nous avons à compromettre les environnements, nous avons des paysans qui ne gagnent pas. Et dans le même temps, tout le monde, il parle de chefs. Et tous les chefs, ils sont masculins. Tous masculins qui sont devenus notre pensée, qui sont devenus des philosophes. Et rien dit que l'essence, l'histoire de la gastronomie sont millions et millions de femmes, quand dans toutes les parts du monde, il a réalisé des choses incroyables, sans recevoir le remerciement, rien, tout chef. Alors, nous avons besoin de reconstruire aucune des choses parce que la bataille que nous allons faire, c'est une bataille politique, culturelle. Et nous avons besoin de changer ce vêtement ridicule de la gastronomie. Je suis ouvrier agricole. Chaque fois que mon patron me dit qu'il faut aller traiter tel arbre, je prends des substances chimiques toxiques. C'est-à-dire qu'il fallait que je mette des masques pour ne pas s'intoxiquer avec les produits que nous étions projetés pour guérir et soigner les arbres. Vous voyez. Et donc ces produits, on savait très bien qu'ils rentraient dans la logique de la productivité. Comment on cultive le sol? Eh bien, on met des engrais. Mais le sol n'est pas un organisme vivant. On met des engrais chimiques de synthèse. Ces engrais chimiques de synthèse fabriqués dans les usines et propagés par l'agriculture sur l'ensemble du système agricole. Avec tout ce que vous savez, les engrais, les pesticides, les semences sélectionnées, etc. Et c'est toutes ces choses-là qui ont amené à dire, mais finalement, nous sommes dans une dérive terrible, et que cette dérive terrible risque d'être extrêmement préjudiciable à l'avenir, parce qu'en fait, dans la réalité, l'être humain, c'est quoi? C'est quoi? Une minute et demie à 2 minutes sur les 24 heures que l'on attribue à la vie de la planète. Nous sommes là que depuis. Est-ce que la planète a eu besoin de nous? Non, pas besoin de nous. Est-ce qu'elle aura besoin de nous? Non, elle sera même soulagée. Donc nous sommes les premiers catastrophes écologiques, c'est l'être humain lui-même. Et cet être humain qui s'est autoproclamé le meilleur, au-dessus de tout le monde, mais sans démontrer un humanisme réel, puisque au lieu d'humanité, et encore aujourd'hui, au lieu de s'estimer, au lieu d'évoluer ensemble, on s'entretue. Il n'y a qu'à ouvrir la radio, vous vous rendrez compte que les êtres humains tuent les êtres humains. Les êtres humains polluent la nature, détruisent la nature. On a aussi la disparition de la biodiversité. Depuis 10 à 12 000 ans, quand l'être humain est devenu agriculteur, il n'a pas arrêté de collecter dans le sauvage des graines qu'il a introduites dans son alimentation. C'est grâce à ça qu'on a aujourd'hui 75% de ces graines libres, c'est-à-dire que générations ont disparu. Alors il y a toute la stratégie OGM et tout ça, donc c'est tout ça qui en fait nous mobilise et nous a fait créer, donc vous parliez de colibri, mais pas seulement, puisqu'on a bien d'autres structures. En tout cas, ce qui était intéressant avec colibri, c'est que dans le marasme actuel, où les êtres humains se sentent de plus en plus impuissants à orienter l'histoire, ils sont plus eux-mêmes pris en otage. Imaginez, pas d'électricité, pas de téléphone, pas de carburant, etc., pas de communication, c'est l'effondrement du système. Entièrement, ça ne tient pas. Donc c'était de dire, dans ce marasme, j'ai évoqué une petite légende amérindienne qui disait qu'un jour, il y a eu un grand incendie de forêt, tous les animaux étaient atterrés, vous voyez le désastre. Par contre, il y avait ce petit oiseau qu'on appelle le colibri. Et lui, ce petit oiseau, il ne baisse pas les ailes, comme on pourrait dire. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre quelques gouttes d'eau dans son bec et il vient les jeter sur le feu. Dérisoire. Le tatou le regarde et lui dit, mais colibri, tu penses quand même pas que c'est avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. Et le colibri le regarde droit dans les yeux et lui dit, je le sais, mais je fais ma part.
Et ça a fait tilt. Et je pense que plutôt que de se lamenter constamment le système, la politique, etc., je pense qu'il faut que si chacun de nous faisait vraiment sa part là où il peut la faire, là où il peut contribuer à l'évolution positive de la société et de l'histoire, mais qu'il le fasse. Ça paraît insignifiant, mais vous savez, insignifiant plus des milliers d'insignifiants, ou des millions d'insignifiants, ça peut faire une énorme différence. La définition des idées de Pierre Rabhi comme une vision apocalyptique, c'est pas juste. C'est pas juste. J'ai dit que j'étais provocateur. C'est provocateur. Provocateur, il doit avoir des arguments. Je pourrais en avoir, mais c'est pas moi qui fais le débat ce soir. Non. Je pense qu'il n'est pas une vision apocalyptique. C'est la réalité. C'est la réalité. Nous avons maintenant un système alimentaire que c'est un système criminel. Et je ne peux pas changer les mots pour être en harmonie avec la politique. Dans ce moment ici, le monde, il a une situation dramatique et nous avons le devoir d'expliquer clairement à les jeunes que la situation c'est dramatique. Alors, pourquoi ce système c'est criminel? C'est un système criminel. Pourquoi dans tout le monde nous allons perdre la fertilité du sol? Et la situation c'est incroyable. Si nous allons à penser que les personnes vont monter et nous avons les sols, la plupart des sols compromis, qui n'est pas plus fertile. Deuxième chose, dans les derniers 100 ans, l'humanité il a perdu les 75% de la biodiversité. Mais c'est apocalypse. Maintenant, ici, nous allons vivre l'apocalypse maintenant. 75%, c'est-à-dire qu'une chose incroyable, milliers d'espèces génétiques, de verdures, de fruits, des races animaux. Troisième, la situation, c'est incroyable parce que dans le monde entier, il est pas, on parle d'agriculture, mais nous n'avons pas plus les paysans. Mon ami Pierre, c'est tout, est un héros qui retourne à la terre. Alors, le dernier mois, je suis allé dans une université italienne, à Torino, Economia. 600 étudiants. Combien de vous pensez que dans vos projets de vie, vous retournez à la terre pour faire les contadini? 600. 2. Alors, viens ici. Vous êtes mes héros. Mais vous, 589, vous ne pensez pas de manger avec ces deux ici. La situation, c'est ça. Dans mon pays, en Italie, tout le monde parle de la culture alimentaire italienne. Che bello, il prodotto parmigiano, tutto bello. Et aucun ne sait pas qu'il n'existe pas plus les paysans en Italie. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les paysans en Italie sont les 50%. Maintenant, sont les 3%. Et les 60% de ces 3%, il a plus de 60 d'années. Nous ne mangeons pas l'Internet et les téléphones. Et tu as dit que c'est catastrophique, que c'est apocalyptique. Non, c'est la réalité, mon cher ami. C'est la réalité. Et cette réalité, il est une réalité qui n'est pas connue par la politique. Parce que la politique, ils ne comprennent pas que tu es connexe. Les environnements se connexent à la situation agricole. La situation agricole se connexe à l'économie. L'économie se connexe à la socialité. Il y a beaucoup de personnes qui parlent à compartimenti stagni. Non, tout est connexe. Alors, l'alimentation,
C'est très important et dans ce moment-ci, il a un rôle mondial au niveau politique. Au niveau politique. Et nous sommes deux personnes que nous n'avons pas influence dans la politique officielle. Mais attention, qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde entier qui, pratiquement, avec sa témoignage, il va changer les choses. C'est la vérité. Beaucoup de jardins potagers qu'il va réaliser dans l'école de tout le monde. Beaucoup de réalités de marché paysan qu'il va à construire une nouvelle formule de distribution. Nous avons besoin de reconstruire la distribution. Et la distribution, c'est fondamental aussi pour l'agriculture. Parce que nous avons une situation tremenda. Avant tout, la grande distribution organisée, il a tué les petits négociants. Les petits négociants. Maintenant, il arrive à Amazon, qui veut porter l'alimentation avec les drones. Et Amazon, il va tuer la grande distribution organisée. C'est ça, c'est la situation. Qu'est-ce que tu penses? Que c'est apolitique? Que c'est l'apocalypse? Non, c'est la réalité. Mais tu vois, la provocation est une bonne chose. Encore une chose. Ça te fait parler, là. Alors, encore une chose. Non, parce que beaucoup de personnes ils pensent que c'est une formule, comment dire, romantique, une vision d'une personne nostalgique qui sont au dehors de la réalité. Non, c'est pas vrai. Et nous devons porter notre idée avec force et détermination. Par exemple, je parle de l'Italie et aussi de la France. Nous sommes en train de faire une grande bataille pour reconstruire dans les villages d'Italie et dans les villages de la France de petits centres de distribution, de petites boutiques. Nous avons des villages merveilleux en France, en Italie, où il n'a pas plus le prêtre, il n'a pas plus l'office postal, il n'a pas plus le bistrot, il n'a pas plus la boulangerie. À manger. Ils sont des réalités où les personnes vont dormir. Mais c'est pas la socialité de notre histoire, de notre patrimoine. Nous devons reconstruire des petits lieux où il a la distribution de la nourriture, mais aussi la socialité, l'encontre, la conjonction entre les nouvelles générations et les générations plus vieux. Alors tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est une vision romantique, une vision nostalgique. Non, c'est la politique. Et je m'en fous de la politique qu'elle comprenne ça. Non la comprendre. Scusa. Nous sommes quelques clampins écolos qui essayent de faire quelques bricoles ici ou là en disant mais arrêtons de détruire la terre, parce que la terre c'est la mer, c'est celle qui nous nourrit. Et cette terre que nous nourrissons, qu'est-ce qu'on empoisonne? L'eau que nous buvons, nous l'empoisonnons. L'air que nous respirons, nous l'empoisonnons. Les semences qui disparaissent, etc. Donc le processus de ce qu'on pourrait appeler l'humanisation en tant que, historiquement, un des tout derniers phénomènes qui est advenu sur cette planète est une véritable catastrophe et nécessite qu'il y ait une pensée différente, qu'on introduise l'esprit dans la matière. Parce que pour le moment, la matière et le matérialisme a tellement pris d'ampleur que finalement la réflexion est circonscrite à un mode de pensée qui est strictement rationnel, mais on oublie que nous ne sommes pas faits que de rationalité. Il n'y a rien de plus irrationnel que l'homme. Parce que l'homme fonctionne sur des sentiments, il fonctionne sur... Aujourd'hui, presque pratiquement la spiritualité, les sentiments, ça pollue le système. Si vous mettez de la spiritualité, vous polluez le système. Pourquoi? Parce que les scientifiques vous disent qu'il faut qu'on soit absolument rationnel, tout ça c'est de la subjectivité. Mais nous sommes subjectifs.
Si nous étions vraiment intelligents et objectifs, nous n'aurions pas fait la planète comme elle est aujourd'hui, qui est totalement irrationnelle. Alors la rationalité absolue qui se veut pure de toute subjectivité, etc., est en train de détruire le monde. Voilà. Il faudrait quand même faire rentrer dans nos débats un peu de poésie, un peu de beauté, un peu de choses qui vous exaltent. C'était une petite histoire qui est révélatrice. Je vis comme un milliardaire, que je ne suis pas. Mais pourquoi je suis milliardaire? Parce que je vis dans un endroit magnifique. Quand je regarde autour de moi, ma maison, ma ferme, je vois 17 clochers. 17 clochers. Je vois le lever de soleil, je vois le coucher du soleil. Et chaque fois, je m'exalte. Alors, il y a eu une petite anecdote comme ça. Nous sommes dans notre ferme, isolés, sans électricité, etc. Et il faut se chauffer. Vous voyez, l'hiver est quand même l'Ardèche du Sud, pour ceux qui connaissent. C'est pas non plus très froid, c'est pas le pôle Nord, mais enfin, c'est froid. Donc, il faut se chauffer. Et donc, pour se chauffer, heureusement, j'avais un peu de forêt. Et chaque année, en faisant très attention à ne pas couper à tour et à travers, à gérer ma petite forêt pour pouvoir me chauffer. Mais comme j'étais tout seul, c'est difficile. Alors, et à l'époque, il n'y avait pas de tronçonneuse et rien de tout ça. On avait passé un deal avec un ami pour lui dire, bon, moi aussi je suis seul et j'aimerais me chauffer, et je suis tout seul. Pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas m'aider? Et je vais t'aider. Je te donne une semaine, tu me donnes une semaine, et puis voilà, on règle le problème. Le contrat est signé, mentalement, on n'a pas signé le papier. Et puis un soir, nous avons travaillé toute la journée, nous avons travaillé. Et puis, le résultat, magnifique tas de bois. Donc, on est content. Et le coucher de soleil arrive. Et qu'est-ce que je vois? Ce coucher de soleil splendide. C'était plein hiver. Et qu'est-ce qu'il y avait? Un chêne qui était dénudé, bien sûr, il n'y avait pas de feuilles, mais il faisait comme une dentelle sur ce paysage absolument splendide. Une vraie dentelle. Il ajoutait de la beauté à ce coucher de soleil. Puis moi, j'étais là, admiratif, n'osant rien dire, parce que c'était tellement beau que les mots ne suffisaient pas pour le dire. Simplement, mon ami qui était en train de ranger les outils s'approche de moi, je le prends par la main, et je lui dis, en regardant ce paysage et cet arbre, regarde. Il me dit, il y a au moins 10 stères. Vous imaginez évidemment ma déception, mais en fait c'était très significatif de comment ça fonctionne, la mentalité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a besoin que des gens nous distraient, on a besoin que des gens nous fabriquent du rêve, et alors qu'on pourrait rêver nous-mêmes. On n'a pas besoin de gens pour nous fabriquer des rêves, on est capable soi-même de faire des rêves. Donc c'est devenu industriel ça aussi. Comme la spiritualité qui est devenue industrielle, qui est devenue un business, etc. C'est tout ça pour dire que je pense qu'aujourd'hui nous sommes un peu à une phase dans laquelle, si nous n'introduisons pas justement la beauté de la nature, le respect de la nature, la beauté qu'elle nous offre, et le respect de cette bien, nous évoluons vers quoi? Bientôt plus de baleines, bientôt plus d'éléphants, bientôt plus d'arbres, bientôt. Donc c'est le moment où la conscience humaine doit avoir conscience de son inconscience. Et notre rôle, c'est pas de piller la planète, jeter dans les poissons. Ça, c'est horrible. Notre rôle, c'est d'aimer et de prendre soin d'elle. Et si nous ne faisons pas cela, la planète nous éjectera, parce que la planète, elle vivra. Vous dites, tuer la planète. Mon œil, on ne peut pas tuer la planète. C'est impossible. Ma première. Je pense que la réflexion qu'il a fait Pierre, il mérite une considération. Cette économie, c'est une économie mauvaise, qui va détruire la planète et qui va détruire aussi la socialité. La situation, c'est dramatique. Et au niveau des commerces pour l'alimentation,
les règles sont des règles qui ne fonctionnent pas pour le paysan et aussi pour les citoyens. J'aime pas. La première chose que je veux réfléchir pour ce changement de paradigme, il a changé le mot consommateur. Le mot consommateur, c'est un mot mauvais. Il n'a pas beaucoup d'années, il a 300 ans, le mot consommateur. Il est né avec la révolution industrielle. Consumare, c'est une maladie. C'est une maladie. Dans l'économie agricole et dans l'alimentation, nous devons devenir coproducteurs. Qu'est-ce que signifie être coproducteur? Être coproducteur signifie qu'on est la production, connaît les paysans, connaît la traçabilité des produits, connaît les prix, connaît la transformation. Nous n'avons besoin pas d'être consommateurs passifs, mais nous devons devenir actifs et coproducteurs. C'est ça, c'est la première chose que nous avons besoin de réaliser. Dans le même temps, nous devons être clairs sur des questions qui sont apparemment sociali. Toute l'Europe, il a un grand problème, la migration. Et aucun va réfléchir de le désastre agricole et des environnements que notre civilité a réalisé en Afrique. Alors, premier, dans toute l'Afrique subsaharienne, il a une situation de landgrabbing, d'accaparement de terrain par la Chine, l'Inde, les Émirats arabes et les grandes multinationales, avec la complicité des gouvernements canailles africains. Alors, il n'existe pas les catastes, comment se dit catastes en africain. La propriété, il est passé de père en fils. Et dans le territoire où il y a agriculture, où il va amener les bêtes, il n'a pas plus de possibilité parce que la propriété il est devenue d'un autre pays. Sont dans les derniers 10 ans 120 millions d'hectares. 120 millions d'hectares. OK? Deuxième, le changement du climat. Le changement du climat, dans notre civilisation, il a des problèmes. Je suis au nord d'Italie, et au nord d'Italie, il a le raisin de l'uva, de raisin, qui va à nord, qui monte à nord. En Sicile, on va élever les bananes. Les bananes, Sicile. En Angleterre, il arrive le vin. Non? Alors, tu regardes que la situation ici, on part d'une chose, mais il gagne une autre. Mais au-dessus du Sahara, la situation c'est que plus de 200 millions de personnes, il a un désastre des environnements que la terre devient toujours sèche. Nous avons des communautés de slow food en Kenya qui a perdu tous les animaux, 200 brebis. Et il n'a pas possibilité de penser de reconstruire la population de bêtes parce qu'il n'a pas plus le terrain est dramatique. Alors, nous, au nord, qui sommes responsables de gaz de serre, nous avons donné à l'Afrique le désastre. Ce ne sont pas les villages africains qui l'ont fait ça. Ce ne sont pas les villages africains. Troisième, la concentration du pouvoir au niveau de l'alimentation. Impressionnant. Jamais, comme dans ce moment-ci, il y a une concentration de pouvoir des multinationales qui tiennent
la semille, la semence, qui tient le pesticide, qui tient la chimique, qui tient la santé, qui travaille dans la santé. Il a des noms, hein? Bayer, Monsanto, ils sont concentration incroyable. De quest que nous parlons? Nous parlons d'une économie qui va tuer les personnes. Mais cette idée, elle n'est pas une idée d'un extra-parlementaire. Non. Le pape de Rome, Papa Francesco, a dit que cette économie, il va à tuer les personnes. Je suis allé au début de la grande foire de Expo alimentaire. Et là, l'ouverture de cette expo avec tous les industriels italiens, toutes les personnes ici, comme ça, et il arrive le visage du pape Francesco qui dit questa economia uccide, non tue. Alors j'ai regardé la platée, mais aucune femme n'a pas parlé. Mais tu as compris qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que cette économie, on ne peut pas plus. Alors, concentration. En Italie, il arrive chaque année 1 ou 2 millions de tonnes de tomates dans la Chine. Il arrive, il est confectionné dans les barattoli, non? Avec un nom italien, Gino. Fantastico Gino. Gino, il arrive, il est vendu pas en Italie, Gino il est vendu in Nigeria, in Niger, in Kenya. Mais les producteurs, les agriculteurs africains qui font la tomate, ils ne peuvent pas vendre sa tomate parce qu'il est plus cher que Gino. Alors, c'est-à-dire que notre économie alimentaire, il fait des dumping en Afrique. Alors, situation, changement de climat, la sécheresse, le dumping, toutes ces choses sont le résultat, c'est l'immigration. Si nous n'allons pas dire ces choses-ci, nous n'allons pas comprendre. La dernière chose que tu me demandes, la pratique. Je pense que l'unique vraie réaction est de reconstruire une économie agricole locale, de respecter la production locale, de régénérer le sol et d'aider les jeunes qui veulent retourner à la terre. Mais nous ne pouvons pas convaincre les jeunes à retourner à la terre quand en Italie et aussi en France, tu vas payer la carotte 7 centimes au kilo. En Italie, le désastre, on paie le lait, le lait, 30 centimes. Le lait, il a été recueilli, il va dans le grand bâtiment industriel, levano il grasso, come si dice? Les éleveurs de grands, oui. Levano il grasso, parce que le gras, il est utile pour l'industrie biscotti dolci. Les gâteaux et les biscuits. Dans cette litre de lait appauvri, il vient avec le carton, non? 1 euro. Que si vous avez besoin de vitamines, mangez les cartons parce que le lait, il ne laisse pas de lait. Mais, dans le même temps, nous avons besoin de faire un lait qui va bien pour les personnes qui ont l'argent et arrivent à ta provocation. Alors, qu'est-ce qu'il fait? On prend le lait improvisé et mette oméga 3. Ah, l'oméga 3, che fantasia! Oméga 3, 1,60 €. Les laits improvisés, 1 euro et aux paysans, 30 centimes. Alors, écoutez-moi, c'est criminel ou non? C'est criminel ou non? C'est ça les choses que nous devons réfléchir dans ce moment. C'est criminel.
slow food, il aime manger bien, il paye, et c'est ça, c'est la chose plus ridicule que je pense. Alors, nous devons payer juste, pas cher, nous devons payer juste. Et notre responsabilité des coproducteurs est de respecter le travail du paysan. Alors nous ne pouvons pas penser qu'un travail d'un paysan qui fait agriculture biologique, qu'il est fondatif et très important au niveau local, il doit avoir le même prix de produits massifs qu'il arrive dans la Chine. Non, nous devons payer un petit peu plus. C'est ça, c'est la responsabilité sociale. C'est ça, parce que quand nous allons à payer les externalités négatives de ce système, il ne paye pas les riches, il paye les pauvres, l'externalité négative. Avec la santé, et il a dit justement, le premier qui va souffrir cette situation sont les paysans, quand il va utiliser les pesticides, il absorbe les pesticides. Alors, je pense que nous devons faire une chose, réévaluer la modération alimentaire, et avec la modération alimentaire, payer justement le paysan. Ces paysans qui étaient très centrés sur leur autosuffisance alimentaire, on leur a demandé, mais mon pauvre, il faut que tu fasses du coton, il faut que tu fasses des arachides, il faut que tu vendes, produis de l'argent. Le paysan dit, moi je n'ai pas d'argent, je ne peux pas produire. Et puis il faut que tu utilises des engrais, bien sûr, tu vas utiliser quand tes plantes sont malades, bah, tu as des pesticides que tu achètes, et on va te donner même de la semence performante. Et le paysan s'y est mis. Seulement le problème, c'est entre son investissement de travail et les revenus, il apporte son produit à la coopérative. La coopérative lui achète le produit, déduction faite des engrais qu'on lui a avancés, qu'il n'avait pas, qu'on lui a avancés, des semences qu'on lui a avancées, des pesticides qu'on lui a avancés. Du coup, il se trouve terriblement appauvri parce que son apport ne compense pas la dette qu'il a contractée avec les intrants. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Ben, mon fils reste pas ici, on n'arrive plus à vivre, etc. D'où migration énorme et grossissement des villes. Les villes grossissent. Donc les villes deviennent des monstres. Ce n'est même pas des villes, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appellerait des agglomérations informelles. Il y a quelques éléments structurés, mais tout le reste c'est de l'agglomération informelle. Quand vous avez donc une densité humaine, ben, on a besoin quand même de faire cuire ces aliments, on a besoin de certains aliments. Qu'est-ce qui se passe? Une accélération du déboisement. Et je voyais tous les jours, le peu de forêt sahélienne aller vers les villes. Il se produit quoi? Eh bien, il se produit dénudement du sol. Le dénudement des sols produit un phénomène qu'on appelle l'albédo, enfin peu importe le nom, c'est-à-dire que la Terre, au lieu d'absorber le rayon solaire, les réfléchit dans l'atmosphère. L'atmosphère se réchauffe et il n'y a plus de condensation. Nous, quand on était à l'école, on nous apprenait tu soulèves le couvercle de la marmite, pendant longtemps on s'est dit qu'est-ce qui se passe? Ben, cette condensation, ce couvercle atmosphérique où se produit la condensation, donc les pluies, eh bien, les pluies diminuent. Quand les pluies reviennent, elles reviennent très souvent en colère, c'est-à-dire avec des orages terribles, etc. Cette eau qui tombe violemment sur le sol dénudé, elle s'infiltre même pas, elle emporte la terre et donc accélère et aggrave le phénomène de désertification. Et le tour est joué. Donc c'est pour ça que si on ne comprend pas, disons, tout ce cycle qui aboutit à ce que le paysan perd sa terre tous les jours, par le vent, par l'eau, par toutes sortes de
de phénomènes de dégradation. La faune, évidemment, sauvage, elle est fortement atteinte. La faune sauvage devient ensuite, bon, c'est du gibier, une activité démesurée de chasse pour se nourrir, etc. Et donc, on est dans un désastre général. Et ça vient simplement du fait que le paysan, au lieu de l'éduquer, au lieu de dire ce qu'il savait en réhabiliter, ce qu'il y avait de positif. Nous, c'est ce qu'on a fait, puisque j'ai créé un centre qu'on appelle le Centre de formation en agroécologie au Burkina Faso, dans le nord du Burkina Faso. Qu'est-ce qu'on faisait? On demandait au village d'envoyer des délégués de village venir se former à l'agroécologie, à charge pour eux de retourner, donc financés en partie par leur propre village, retour au village et propagation de ce qu'ils ont appris. Ce qu'ils ont appris, c'est vraiment toute une technique qui réhabilite l'écologie et qu'on appelle agroécologie. Voilà. Et donc c'est cet élément-là qu'on a mis en place, qui est une façon de remettre en route un processus qui, plutôt que de produire et détruire, produit et régénère. Si tout l'argent qui est... D'ailleurs, nous avons créé un fonds de dotation parmi les programmes que nous voulons mettre en route, que nous avons déjà engagés, c'est tous ces paysans, ces forces vives. Il y a beaucoup de paysans qui représentent de l'énergie. Bon, là-bas, c'est évidemment très macho. Il faut savoir que c'est les femmes. Si les femmes faisaient grève, tout c'est... Il n'y a pas de problème. Nous avons deux caractères différents. Mais je suis fasciné de cet homme parce que tout l'homme, tout compris mon ami Marc, il regarde lui comme une personne spirituelle. Non, c'est la personne plus concrète que je connais, Pierre Rabhi. Plus concrète. Alors, nous allons parler d'alcune des choses. Prima cosa. Coproducteur. Première chose. Deuxième, nous avons besoin de réfléchir sur le désastre des gaspillages dans le monde. Dans le monde, il n'y a jamais eu un gaspillage comme ça. Nous allons produire nourriture pour 12 milliards de personnes. Nous sommes 7 milliards, c'est-à-dire que les 38% de la production, il va dans le gaspillage. C'est ça, c'est une honte pour l'humanité. Alors, nous devons dire à la politique que tu es responsable. Non. Nous sommes responsables, notre-même. Si nous n'allons pas réduire le gaspillage. Fait plaisir. Ce soir, quand vous allez retourner à la maison, salutate i vostri bambini, questo fatelo subito. Mais ouvrir les frigos et regarder que tombent des familles. Nous avons dans notre maison des persilles qui demandent faites quelque chose. Ils sont 20 jours qu'ils sont ici. Des produits qu'ils mettent une piccola muffa leggera, piccola, aumenta. Poi après, via. Nous sommes responsables. Nous devons changer notre comportement. C'est ça, c'est la politique. Et une autre campagne que nous allons à faire pour les prochaines années, c'est une campagne mondiale de déclarations individuelles que nous sommes contre l'utilisation massive de la plastique. Nous devons réduire le consomme de la plastique. Nous devons engager une grande bataille pour ça. Une grande bataille. Quand vous allez dans le bar et qu'il y a la cannuccia, quelle est la cannuccia? La paille. Ah, toute la paille. Non. Quelle est la durabilité de cette paille? 10 secondes. Via. Et nous allons acheter pétrole. Nous n'allons pas acheter une chose qui entre dans le circuit. Pétrole. Stop à la paille. Stop au consommo de plastique. Recyclage. C'est ça, c'est la politique.
C'est pas la politique de demander à monsieur le président la paille. Non, 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 c'est nous qui nous sommes responsables. 400 millions de tonnes par année de plastique. Et hier, sur une plage d'Italie, il a retrouvé une capodoglio. Je ne sais pas comment on dit ça. Comment ça veut dire capodoglio? Balena, vabbè, una piccola balena, petit, qui a 30 kilos de plastique à l'intérieur, 30 kilos. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que la plastique, il est entré dans la chaîne alimentaire. Et nous mangeons la plastique. Nous mangeons la plastique. Et tout le monde a la gastronomie, mais nous mangeons la plastique. Parce que les poissons, il a la plastique. Les verres que vous avez dans le robinetto, vous avez ouvrir l'eau, il a la plastique, la microplastica per cere di bellezza. Alors, nous pouvons parler d'agriculture, nous pouvons parler de gastronomie sans parler de ça. Et c'est ça, c'est politique ou non? C'est politique, la demande c'est ça, c'est politique ou non? Oui, c'est politique. Et il doit partir avec des communautés de citoyennes. Et je suis très heureux de parler à un plateau de tanti giovani. Le futur, c'est vous. Organiser des communautés, créer des réseaux, créer un nouvel concept de démocratie. Basta democrazia animale. Nous avons besoin de démocratie végétale. Alors, mon ami, le professeur de politique, vous savez que toutes les organisations, partis, associations, tous les mouvements, il a une concession. La démocratie animale. Il a le cerveau et tous les membres qui travaillent et commandent le cerveau. Non. Nous devons construire une communauté avec une démocratie végétale. Regardez une plante. La plante, il parle. La plante, il vive. Et chaque part de la plante, il travaille pour le bien commun. Les réseaux, et quand tu vas couper un rame de la plante, se reconstruit. Et quand tu vas détruire la plante comme ça, la plante, elle retourne à vivre. Nous avons besoin de changer le concept de la politique et de penser que la connexion avec l'éthique, la spiritualité, c'est les nouveaux mouvements. C'est les nouveaux mouvements. Et nous devons avoir l'orgueil de ça. Et une chose, vous Français, vous devez avoir l'orgueil d'avoir une personne comme ça, qui dans le monde entier, il parle et il pratique. Je ne pratique pas beaucoup. Lui, il pratique. Lui, il est agriculteur. Je ne vais pas sortir de cet rendez-vous avec une dimension négative. Et c'est vrai que notre témoignage sont témoignages combatifs. Mais nous devons réfléchir que les choses que nous avons dites, ils sont déjà choses qui sont en train de réaliser comportements individuels et collectifs très importants. Alors, je suis sûr qu'il a de bonnes nouvelles. Par exemple, en Italie, le dernier an, le gouvernement il a fait une loi contre le gaspillage et pour la récupération des gaspillages. Et le résultat, c'est qu'en Italie, en une année, il a réduit 30% le gaspillage. C'est ça, c'est une bonne nouvelle. Et alors, c'est ça, c'est quand la politique, il comprend qu'il doit faire des règles qui aident la transformation. Une autre chose, nous avons besoin de faire une grande bataille pour introduire dans l'école l'éducation alimentaire. C'est une chose incroyable que notre Europe ne comprenne pas ça. Notre histoire, c'est une histoire d'éducation alimentaire.
Et l'éducation dans une société paysanne, il était réalisé par la transmission d'un mère en fils et d'un père en fils. Non, maintenant, cette cordon ombilical s'est coupé. Et beaucoup de jeunes, des enfants, ils ne comprennent pas la question alimentaire, l'agriculture. Alors nous devons faire une grande bataille parce que l'éducation alimentaire, il doit entrer dans l'école primaire, dans l'école secondaire. Et dans le même temps, les bonnes pratiques. L'année dernière, 2017, Slow Food a réalisé en Italie 1000 jardins potagers dans l'école. Fantastico! Et 7000 jardins potagers, il a une chose incroyable, qu'il a le grand-père qui vient à travailler et qui travaille avec le maître, non? Et c'est ça, c'est une communication intergénérationnelle. Mais la pratique des jardins potagers, c'est une pratique révolutionnaire. Révolutionnaire. Nous devons retourner à comprendre la terre et comprendre que la bonne pratique des jardins potagers, c'est une pratique d'éducation. Tu peux en prendre avec le jardin potager la science, la mathématique, l'écologie, tu peux comprendre beaucoup de choses. Et les enfants, ils deviennent provocateurs quand ils retournent à sa maison. Maman, perché hai messo questo che n'est pas la saison? Et la maman, alors, c'est ça, c'est la force. Alors c'est ça. On doit dire que c'est une bonne pratique. Non, c'est ça, c'est politique. C'est ça, c'est politique. Et une autre chose. Ultima. La vice-présidente di Slow Food, che c'est un personnage extraordinaire américain, s'appelle Alice Water, m'a téléphoné un jour, m'a dit, Carlo, j'ai demandé à la première dame, Michelle Obama, de faire un jardin potager à la Casa Blanca. Je dis, par l'amor del cielo. Eh bien, Michelle Obama il a réalisé le jardin potager à la Maison Blanche. Alors, qu'est-ce que nous devons penser? Nous devons penser que cette pratique, c'est une pratique très, très importante, révolutionnaire. Et terminer avec le mot d'espérance. D'espoir. D'espoir. Alors, j'ai parlé de la conférence à Economia a Turin. Je ne fais pas la preuve ici de combien de vous étudiants vous voulez retourner à la terre. Non. J'ai dit que si l'autre année, je suis allé à faire des conférences dans les 3 universités américaines plus importantes. Howard, Yale et Princeton. Howard, 500 personnes. Yale, 400. Princeton, 400 personnes. Alors, Yale, c'est l'université où ils sont sortis sur le dernier 7 présidents américains, 5. Le dernier n'est pas sorti de Yale. C'est une autre réalité. Alors, et à 400 jeunes de l'université de Yale, j'ai demandé, combien de vous voulez retourner à la terre, vous voulez faire les farmers, on dit en 40. Je suis très heureux, parce que quand je pense à quel pays son père et son mère pour aller à Yale. Et lui, il veut faire le paysan. Mais alors, la demande c'est ça. Sont 40 stupides? Sont 40 personnes complètement fous? Non. Dans les États-Unis, il a des marchés paysans qui montent, il a des community supporters qui aident les paysans. Il crée des économies vraies pour faire les paysans dans les États-Unis. C'est la réalité. Et termine avec une chose.
que toute notre grande civilité européenne ne comprend pas. Vous avez compris que le dernier qu'il a travaillé pour être présenté comme président des États-Unis, qui s'appelle Bernie Sanders. Et Bernie Sanders, il est le foudre. Vous savez que Bernie Sanders, il a construit des jardins potagers. Vous savez que Bernie Sanders, à Burlington, dans Vermont, il a organisé un marché paysan. Vous savez que Bernie Sanders, il a 74 ans, mais tous les jeunes américains, ils parlent avec Bernie Sanders. Mais de qui parle? Parle de ça. Parle de la vie, parle de la vie commune, de respect pour les environnements, pour des idées sociales. Alors, nous devons sortir dans cette réunion avec deux choses. Le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Antonio Gramsci.